Fermez les yeux et imaginez rien. Pas un vide au sens d'une pièce vide, plutôt l'absence de décor, l'absence de repères, l'absence même de dehors. Les Grecs ont appelé ça le chaos. Pas le désordre, pas le bazar, mais la béance, un état sans forme, sans séparation, sans frontières. Aujourd'hui, la cosmologie parle autrement. L'univers ne surgit pas du vide, il s'extrait de lui-même. C'est le passage d'une agitation furieuse et compacte, un brasier où rien ne peut se distinguer, à un déploiement spatial qui permet enfin à la matière de respirer et à la lumière de s'échapper. Et puis, quelque chose arrive. Pas forcément une explosion dans un espace déjà là, mais une transition, l'espace commence à s'étendre. C'est le passage de l'indifférenciation pure à l'émergence du relief. Le chaos ne se contente plus d'être un bouillonnement clos, il devient la structure qui sépare et définit les choses. Si on veut une métaphore réaliste, le premier acte de l'univers ressemble à ceci. Une phase d'expansion fulgurante qu'on appelle l'inflation, une toile de peinture qu'on étire d'un coup violemment, pas parce que quelque chose pousse dedans, mais parce que la toile est l'espace et qu'elle change d'échelle. Et dans cette expansion, un détail essentiel se produit. Les plus petites irrégularités, les plus minuscules frémissements sont étirés, amplifiés. Ce que le mythe appelle le chaos, la science le décrit comme un univers où de minuscules fluctuations existent déjà. Pas encore des étoiles, pas encore des galaxies, mais des différences infimes qui deviendront plus tard les graines de tout. Dans la cosmologie grecque, on dit que les principes émergent. Gaïa, Tartare, Eros, on peut les traduire en langage cosmologique sans trahir le symbole. Gaïa, c'est la matière au sens large, ce qui pourra devenir stable, se condenser, faire des structures. Tartare, c'est la profondeur, l'idée qu'il existe des zones d'ombre, des puits, des contraintes, ce que la physique décrira plus tard comme des potentiels, des zones où les choses tombent. Et Eros, c'est la force la plus poétique, mais la plus proche du réel, ce qui rassemble, la tendance de l'univers à lier, à coller, à attirer, en termes modernes des interactions fondamentales et surtout la gravité qui va finir par tout sculpter. L'inflation dans cette lecture, c'est le moment où le monde gagne de l'espace. Et sans espace, rien ne peut se former. Après cette expansion initiale, l'univers reste brûlant. C'est un océan de particules et de lumière, un plasma où la matière et le rayonnement sont si étroitement liés qu'ils se comportent comme une seule et même substance. Et là on rejoint le mythe. Ouranos colle Gaïa. Le ciel pèse sur la terre d'une étreinte ininterrompue, refusant de lui laisser le moindre espace pour respirer. Les enfants sont nés, mais ils demeurent enfuis, compressés dans la profondeur de la terre, interdits d'existence propre et de la lumière. Ces enfants sont la métaphore parfaite des futures structures de l'univers. Les titans, les 12 puissances primordiales, ils sont les amas et les galaxies en devenir. Ils possèdent déjà leur masse colossale, mais ils sont encore incapables de s'en individualiser, écrasés par la densité du brasier originel. Les cyclopes, Prontès, Stéropès et Argès, le tonnerre, l'éclair et la lueur, ils incarnent la puissance du rayonnement. Dans cet univers opaque, les photons existent, mais ils sont captifs, incapables de se libérer pour devenir la lumière du monde. Les 100 bras, des géants aux 100 mains et 50 têtes, symboles du mouvement pur. Ils sont l'agitation thermique
et la fureur cinétique, cette force qui brise toute tentative de liaison atomique, maintenant le chaos dans cet état de vibration furieuse. Tant que l'espace ne prend pas de distance, ces forces restent en potentiel pur, mais étouffées. Titan, Cyclope et Sambra sont les briques d'un monde qui a déjà ses composants, mais qui n'a pas encore de volume pour les laisser s'exprimer. L'univers est une prison de plénitude, il est trop plein de lui-même pour permettre au relief d'exister. Traduisons, tant que l'univers est un plasma opaque, la lumière est piégée, la matière est bousculée, tout est trop chaud, trop dense, trop agité, pour que des structures stables apparaissent. Le monde est là, mais il n'a pas encore ses formes. Les enfants enfermés dans Gaïa, Titan, Cyclope, Sambra deviennent une métaphore parfaite. Ce sont les futures structures, amas, galaxies, encore impossibles à former parce que l'univers n'est pas assez refroidi. Gaïa souffle. Dans le langage cosmique, le temps passe, l'univers se dilate, il refroidit, et il se prépare à une bascule. Puis arrive le moment clé, le moment où la lumière va enfin pouvoir se détacher de la matière. Le mythe raconte cet acte violent, la séparation du ciel et de la terre. Dans le mythe, le titan le plus jeune coupe Uranos, et l'espace naît entre le ciel et la terre. Cette rupture radicale est l'œuvre de Cronos, le seul capable de transformer l'étouffement en horizon. 12e et dernier des titans, il incarne l'audace qui manque à ses frères et sœurs. Alors que les autres tremblent devant la tyrannie paternelle, Cronos est le seul à répondre aux cris de sa mère, Gaïa. Celle-ci ne peut plus supporter l'agonie de ses propres entrailles, où ses enfants titans, Cyclope et Sambra demeurent reclus, maintenus dans les ténèbres absolues par le poids écrasant d'Uranos. Le geste de la séparation. Le mythe raconte que le ciel, Uranos, descend pour retrouver la terre, Gaïa. Une image qui rappelle cette densité absolue où tout est collé. Cronos, caché dans les entrailles de sa mère, surgit. D'une main il saisit son père et de l'autre il utilise une faucille pour l'émasculer. Cet acte brutal n'est pas seulement une mutilation, c'est un tranchage de yin. En coupant ce qui unit le ciel à la terre, Cronos met fin à l'étreinte fusionnelle. La naissance de l'espace. Sous l'effet de la douleur, Uranos pousse un cri qui déchire le silence primordial et se retire brutalement vers les hauteurs. Ce mouvement de retrait crée la première distance. Le ciel devient le haut. Il se fixe à la lisière de l'univers devant une voûte lointaine. La terre devient le bas, elle stabilise et peut enfin s'étendre. L'air et la lumière apparaissent. Entre les deux, un vide s'ouvre. Ce vide, c'est l'espace où la vie va pouvoir circuler. Dans une métaphore réaliste, le coup de faucille ressemble à un événement cosmique majeur. Quand l'univers devient assez froid pour que les électrons se lient au noyau, alors la lumière n'est plus constamment diffusée, elle peut voyager. C'est l'instant vertigineux, l'univers devient transparent. C'est littéralement le moment où le ciel, la lumière se séparent de la terre, la matière. Et cette première lumière libre existe encore aujourd'hui sous forme d'un fond diffus, cosmologique, comme une photographie très ancienne de l'univers bébé. Et surtout, ces minuscules variations dans cette image sont les empreintes des fluctuations initiales. Les graines étirées par l'inflation, les irrégularités infimes qui vont devenir des zones un peu plus denses et des zones un peu moins denses. C'est là que le mythe devient presque ingénieur. Eros, l'attraction, peut enfin travailler dans un univers où les structures ont une chance d'apparaître. À partir de là, l'univers devient un sculpteur patient. Les régions légèrement plus denses attirent un peu plus de matière, ce un peu plus attirant encore plus. Et ainsi, de proche en proche, la gravité amplifie les différences. C'est la naissance d'une toile cosmique, une structure en filaments, en nœuds, en vide immense, comme des veines, comme des racines, comme une toile d'araignée à l'échelle des milliards d'années-lumière.
et dans les nœuds de cette toile apparaissent les premières étoiles, puis les premières galaxies, puis les premiers amas, puis les grandes architectures du ciel. Et là, la lecture grecque retrouve sa phrase la plus forte. Le monde existe parce qu'il y a eu séparation. Sans distance, pas d'air, pas de place, pas de mouvement, sans refroidissement, pas d'atome stable, sans transparence, pas de lumière libre, sans attraction, pas de structure. Le mythe dit, Chronos a créé l'espace. La science dit, l'univers a créé les conditions, mais l'idée est la même. Il a fallu une rupture d'état pour rendre la complexité possible. Ils avaient une intuition saisissante. Le monde n'est pas né d'un objet, mais d'une transformation. Un univers qui s'étend, qui refroidit, qui se sépare, et qui par attraction finit par bâtir des formes. Pourquoi les Grecs étaient-ils si proches de la théorie du Big Bang? Les Grecs, eux, n'avaient pas de mots, mais ils avaient une intuition qui nous laisse aujourd'hui émerveillés. Ils ne voyaient pas le monde naître d'un objet ou d'un créateur extérieur, mais d'une transformation interne. L'erreur moderne est de croire que le chaos signifie le désordre. Pour un grec antique, le mot chaos vient de la racine ka, qui signifie s'entr'ouvrir ou s'ouvrir largement. C'est la même racine que pour le mot bâillement. Dans leur esprit, le commencement n'est pas l'apparition de la matière, mais l'apparition de l'écart. Le chaos, c'est le moment où l'univers prend la distance. Ils avaient compris par la seule force de la logique que pour que le monde existe, il fallait d'abord que l'espace s'ouvre pour laisser place aux formes. C'est l'ancêtre exact de notre concept d'expansion, la logique du vivant, l'univers comme une naissance. Comment on peut deviner cet état de densité étouffante sans instrument? Par l'analogie du vivant, les Grecs observaient la nature. Un poussin doit briser sa coquille pour exister. Un enfant doit sortir du ventre maternel pour respirer. Une graine doit se fendre pour laisser passer la tige. Ils en ont déduit une loi universelle. La vie ne naît pas du vide, elle naît de la séparation. Si l'univers est vivant, il a dû lui aussi s'extraire d'une matrice étroite et brûlante. Cette matrice, c'est l'étreinte d'Ouranos sur Gaïa. Dans le plasma primordial des physiciens, tout est collé. Dans le mythe, le ciel colle à la terre. C'est la même impossibilité de respirer, la même absence de relief. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous, vous ne contemplez pas un spectacle figé, vous contemplez les conséquences d'un très vieux coup de fossile. Vous voyez le résultat de cette première grande séparation où l'espace a cessé d'être un piège pour devenir une scène. Les Grecs n'avaient pas de chiffres, mais ils avaient compris l'essentiel, nous sommes les enfants d'un éloignement nécessaire.